Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Media Center de la Silver Economy Expo. Des interviews à suivre en audio, sachez-le, mais aussi en vidéo sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Nous allons donc parler aujourd'hui de Silver Economy et j'ai le plaisir d'accueillir Solène Brugère qui est avocate et fondatrice de Bioéthique Avocat. Bonjour Solène. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors avec vous on va faire un peu de philo. Parce que Bioéthique Avocat, vous parlez de convivence et de compliance. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez 3 heures. Et de compliance. Alors, écoutez, alors on le dit à l'anglaise, alors compliance. En fait, moi j'ai un parcours de droit de juriste, droit des affaires ou d'avocate pour les entreprises spécifiquement. Et je me suis aperçue d'un grand besoin pour les entreprises d'être accompagnées aussi sur des sujets fondamentaux qui sont les grands enjeux sociaux et sociétaux. Ce qu'on appelle typiquement la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. La RSE. Et la RSE exactement, qui consiste à faire attention aussi au bien-être des salariés, à la qualité de vie, à la lutte contre le harcèlement, à des politiques d'égalité, d'inclusion, le respect de l'environnement. Et il y a aussi un grand enjeu en ce moment qui est la transition démographique avec le vieillissement de la population. Et les entreprises qui proposent des biens et des services aux personnes doivent prendre en compte ce paramètre de vieillissement de leurs clients pour adapter leurs solutions, que ce soit les produits et les services, mais aussi jusqu'au bout de la relation client, c'est-à-dire notamment les documents commerciaux, notamment les contrats, qui doivent être clairs pour répondre aux spécificités, aux enjeux posés par les textes de loi, notamment en droit de la consommation, en matière pénale, en matière de respect des données. Et là, il y a manifestement un besoin des entreprises d'être accompagnées sur ces sujets parce que malheureusement, ils les ignorent souvent parce que ça n'a pas été au programme tout simplement de leur formation. Ça veut dire tout simplement que les cabinets d'avocats traditionnels, on va dire, n'étaient pas équipés de ce que vous dites ? Apparemment, c'est innovant selon la presse professionnelle sectorielle, ce qui m'a fait vraiment très plaisir, parce que pour moi, c'est juste le bon sens d'accompagner les entreprises sur ces nouveaux enjeux. Après la loi Sapin, par exemple, sur la lutte contre la corruption, ces grands enjeux, conflits d'intérêts, etc. Là, il y a des textes, même dans le Code du travail aussi, sur ces sujets-là, qui prescrivent, par exemple, il y a un article qui dit aux entreprises de tous les ans de faire des négociations sur les plans d'égalité et sur la qualité de vie. Eh bien, l'idée, c'est de dire aux entreprises, de manière très concrète, de trouver des solutions. Qu'est-ce que vous faites sur ces sujets-là? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quels sont les moyens que vous avez? Et puis de trouver ensemble, pourquoi pas, un programme de formation, d'inclure en collaboration avec les équipes aussi, parce qu'elles sont très demandeuses de trouver des solutions dans lesquelles elles vont être totalement impliquées. Ça peut être par exemple le soutien des associations qui leur tiennent à cœur, ça peut être faire venir des animaux dans l'entreprise, ça peut être... Oh là! Mais oui! Parce que tout ce qui peut créer en fait du bien-être et qui peut rendre les gens plus heureux de travailler finalement. Et j'ai une petite phrase qui est être plus heureux pour travailler mieux. J'étais inspirée. Je vois à peu près d'où ça vient. Et c'était mon voisin à l'époque, rue de Miller-au-Ménil, ça m'a certainement inspiré. Voilà. Mais vraiment cette conviction d'être plus heureux pour travailler mieux. Et les entreprises maintenant qui ont, de toute façon si elles ne le font pas, elles s'engagent quelque part... elles s'engagent en matière de responsabilité parce qu'elles doivent aussi s'assurer de la santé de leurs salariés. Donc finalement c'est un cercle vertueux à mettre en place. Ça peut être des petites actions ou des plus grandes, individuelles ou collectives. Et derrière aussi une adaptation, respect des droits aussi parfois des personnes pour le secteur médico-social dont on va certainement parler. Bien sûr. J'ai connu moi curieusement une entreprise où justement le patron amenait ses chiens dans l'entreprise, c'était un enfer. Parce que c'était des jeunes chiens, ils mangeaient à peu près tout. Il faisait à peu près tout ce qu'il est possible de faire par terre, c'est-à-dire vomir, faire ses besoins. C'est un bonheur sans nom. Non, mais après, ça peut être cadré, mais vous voulez nous donner. Mais moi j'ai des exemples à l'inverse de salariés qui avaient comme action le fait d'éduquer des chiens d'aveugles. Hein. Oui, ça, oui, non, mais vous prenez le. Et le fait que l'entreprise dise OK, ce jeune chien, on va le recevoir. En fait, ça va fédérer autour d'une cause commune. Et un individu va pouvoir porter et partager une cause qui lui tient à cœur et l'entreprise va s'engager encore plus. Et évidemment, il faudra sous surveillance, et ça crée du bonheur en plus. Donc moi, j'y crois beaucoup. Voilà. Un chien d'aveugle, il est éduqué quand même. Oui. Donc ça, c'est autre chose, mais effectivement. Alors, c'est quoi mieux vivre, vivre mieux? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire pour les salariés, je sais pas, dans les EHPAD, quand on voit tout ce qui se passe, parce que malheureusement dans les médias on ne fait ressortir que ce qui est horrible, évidemment. Vivre mieux dans un EHPAD, c'est pas terrible. En fait, ce qu'on a là, nous avons fait avec Fabrice Xil, qui est un philosophe de l'espace éthique Île-de-France. Vous avez dit qu'on ferait de la philo. Voilà, éthicien et éthicien pratique. C'est-à-dire que c'est vraiment d'appliquer les concepts
philosophique et éthique d'une manière extrêmement concrète pour renforcer encore les décisions et pourquoi pas les décisions politiques qui peuvent être mises en place en France. En fait, il y a des grands droits et des grands principes fondamentaux dans notre démocratie en France qui sont la liberté. Liberté, égalité, fraternité, ce sont des grandes valeurs, c'est notre socle républicain, le respect de la dignité des personnes et ce devoir finalement de l'État ou de la collectivité de permettre aux personnes de vivre le mieux possible. C'est ce que Fabrice appelle, c'est ce qu'il a mis en valeur sur le terme de capacité, c'est-à-dire là, on a un peu un réflexe parfois d'accompagner les personnes dans leur perte d'autonomie, mais ce que nous, on propose, c'est de stimuler les personnes sur ce qu'elles sont capables de faire, sur leurs souhaits, leurs loisirs, leurs volontés, et l'utilisation des nouvelles technologies notamment doivent être des outils pour permettre d'avoir une meilleure qualité de vie en réalité de la personne. Et donc, c'est un meilleur accès à la culture, un meilleur accès aux loisirs, un meilleur accès aussi au lien social qui est fondamental pour la santé des personnes. Et c'est ça en fait, c'est mieux vivre, pas forcément vivre longtemps à tout prix, mais c'est surtout dans ce temps qui nous est imparti, avoir peut-être les choses qui nous font du bien, se retrouver avec des amis, avoir des ateliers cuisine, permettre d'avoir un meilleur accès à des choses qui nous rendent heureux, et ce sont souvent des petites choses du quotidien qui nous rendent heureux. Je reviens à la convivience, c'est le fameux vivre ensemble, la convivencia. Oui, ça c'est un terme qui a été repris, qui existe depuis pas si longtemps que ça, mais qui est remis au goût du jour par Guylaine Alajoanine, qui en a écrit un livre sur ce sujet-là. Et j'avoue que ce terme-là me plaît beaucoup, puisque c'est tout ce qui peut permettre de mieux vivre ensemble. Et finalement, parfois, c'est ajuster quelque part des pratiques aussi, de bien se parler, de veiller à s'écouter, de veiller, pour les entreprises, un point qui est important, on peut améliorer 20%, la qualité de vie de 20% des salariés si on part du principe qu'il y a 20% de personnes hypersensibles qui vont avoir des hyperacousies auditives, comme c'est mon cas, c'est-à-dire qu'on entend tout en puissance 1000, ce qui fait une sorte de handicap derrière parce que c'est épuisant. Donc on peut aussi, si on prend en compte ces spécificités individuelles ou collectives, faire attention à ces petites choses et donc améliorer le quotidien des personnes. Il y a juste sur Job Radio, nous, ce qu'on aime bien, c'est être très concret, comprendre exactement quel est votre rôle, vous, là-dedans, le rôle de votre cabinet. C'est d'accompagner l'EHPAD dans une problématique contre une personne, ou d'accompagner des personnes contre un EHPAD. Quand je reprends l'exemple de l'EHPAD, pas du tout pour... Là, par exemple, non, moi, mon rôle d'avocat, je suis avocat de conseil d'entreprise. D'accord. Donc, c'est de les accompagner sur le plan, ce que j'appelle curatif et préventif, pour reprendre les termes médicaux, mais c'est-à-dire conseil et contentieux et médiation qu'il faut absolument développer dans ces secteurs-là, parce que c'est vraiment la clé, plutôt que le contentieux et le judiciaire, dont le temps n'est pas adapté à des personnes âgées. Donc je suis plus généralement du côté des entreprises pour les conseiller sur les règles à appliquer, les conseiller aussi s'il y a des litiges ou des difficultés pour savoir quoi dire. Par exemple, j'ai eu quelques cas de dossiers où il fallait rappeler les grands droits de liberté. Une personne, par exemple, qui voulait absolument mettre son père en EHPAD contre sa volonté, qui avait elle-même rempli la déclaration de personne de confiance et qui avait elle-même rempli le contrat. Donc j'ai fait ma petite analyse, j'ai regardé l'écriture, je leur ai dit regardez, c'est elle qui fait les mêmes choses. Lui n'est pas d'accord. Eh bien, on va faire un courrier à cette personne pour lui dire pourquoi est-ce qu'il a le droit de rester chez lui, il n'a pas envie de venir. Alors c'est elle, sa fille qui viole ses droits en réalité. Mais ça peut être aussi d'accompagner des personnes. Maintenant, je suis prête aussi à accompagner des personnes physiques. Par exemple, là, j'ai un cas d'abus de faiblesse. 45 000 euros ou plus de 45 000 qui ont été détournés par un salarié d'EHPAD au détriment d'une personne. On va voir ce qu'on peut faire pour la famille pour essayer de récupérer cet argent. Voilà, donc c'est vraiment cette idée un peu d'être en protection, en gestion des risques, en prévention et puis en curatif s'il faut, si c'est besoin, pour aller plaider devant les tribunaux. Le cabinet Bi-Éthique, le B, ça veut dire business ? Alors ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire déjà B de Brugère. Ah oui, tiens, j'avais pas pensé. Pour commencer, et puis effectivement business éthique. Effectivement, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait valoriser des pratiques commerciales. Dès lors qu'elles sont vertueuses, en réalité, elles vont être pérennes et durables. C'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que souvent, il y a un réflexe « Ah, mais le droit, mais l'éthique, ça va être un frein à notre développement ». On l'a entendu dans le cadre de nos auditions. C'est pas vrai. Au contraire, on est convaincu vraiment
que le marché fait sa sélection naturelle, comme dit Nicolas Menet de Silver Valley. Et ce sont les entreprises qui n'auront pas ces pratiques-là qui ne tiendront pas la route. Parce que ce que je veux créer, c'est ce climat de confiance en réalité. Si chaque entreprise fait attention à bien respecter les droits, c'est-à-dire bien informer, de manière très concrète, c'est faire un document qui soit très compréhensible. On enlève le jargon juridique auquel on ne comprend rien, on reformule, on fait une sorte de traduction en mode legal design. Et là derrière, nécessairement, les personnes vont avoir confiance, ça va les fidéliser. Et si entre deux contrats, par exemple, et deux prestations identiques, ils vont nécessairement choisir l'entreprise dans laquelle ils auront le plus confiance. Donc c'est vraiment aussi une stratégie, quelque part, plus que marketing, mais une stratégie long terme. Parce que finalement, toutes les jeunes entreprises qui n'ont pas survécu, ce sont celles qui n'ont pas anticipé ces risques-là. Exact. D'accord ? Mais il y a aussi le B de bémol dans le B, c'est-à-dire justement, un peu dans ce côté de convivence, on lutte contre les mauvais comportements, on lutte contre le harcèlement, on apprend à bien vivre ensemble voilà. Je comprends tout à fait. Vous pensez qu'un jour il y aura une application, comme il y a une application pour quand on fait ses courses, on vérifie s'il y a des bonnes choses à l'intérieur. Je ne vais pas citer le nom de l'appli, mais on va choisir son entreprise en fonction justement de son éthique. Ah oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est en train une des suggestions que nous avons portées avec Fabrice, c'est de créer une charte éthique qui va fédérer toutes les entreprises de la Silver Economy, mais en réalité, ce sont toutes les entreprises qui vendent des biens et services au profit des personnes dès lors qu'elles vieillissent, donc on dit plus de 60 ans, autour de valeurs communes, qui sont l'intégrité, justement, industrielle, commerciale, technique, la confiance, avec une tolérance zéro pour l'abus de faiblesse, c'est-à-dire que tous ceux qui auront des mauvais comportements, ils se feront jeter du secteur, tout simplement. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Voilà, une démarche de responsabilité sociale et sociétale. Et en fait, finalement, tout ça, ça va leur permettre d'être en conformité avec la loi, puisque ces textes, finalement, existent déjà. Donc c'est ça aussi un peu cet enjeu de créer une communauté qui soit respectueuse. Et c'est très important, parce qu'on arrive vraiment à une heure d'un choix. Soit on régule rien du tout, et on lance un marché totalement... on va dire dérégulé, qui ne respecte rien au profit pour le profit, technologie pour la technologie. Soit on se dit attention, on est quand même la France, pays des droits humains, pays de référence aussi dans le monde, et avec cette filière-là qui a une responsabilité particulière puisqu'elle l'a au contact des personnes qui sont potentiellement particulièrement vulnérables, qui le sont de fait vu leur âge, elles ont cette vigilance-là à avoir particulière. Voilà, tout simplement. Vous n'avez pas peur d'un monde de dénonciation après ou un petit peu avant ? Le temps que ça se régule, c'est-à-dire on va avec les réseaux sociaux, c'est un petit peu Vox Populi, Vox Dei. Alors ça aussi, il faut responsabiliser les personnes sur ces réseaux sociaux. Boulot, hein. Parce que, alors, on a un grand principe en droit aussi qui est la liberté d'expression. Ouais. Sauf que, évidemment, la liberté s'arrête quand on atteint les droits des autres. Ça marche dans les deux sens. Hein. Et il faut aussi responsabiliser l'acteur, même des professionnels ou des familles, sur les risques qu'ils peuvent encourir en cas de dénonciation sur les réseaux, notamment en termes de diffamation. Parce qu'eux aussi s'engagent éventuellement à avoir des poursuites, pourquoi pas, sur le plan judiciaire, si jamais ils disent tout et n'importe quoi. Donc il y a vraiment une conscience à avoir. Mais effectivement, maintenant, au temps des réseaux sociaux, avec l'image des entreprises, ces sujets-là sont très importants. Oui. Donc plus les comportements seront vertueux, moins il y aura de risques aussi en termes d'image et d'impact, parce qu'on peut très bien détruire une entreprise en quelques secondes. Et il y a des cas, par exemple, qui ont été des entreprises qui ont été mises au pilori en disant il y a eu tel accident, c'est de leur faute. En réalité, le temps judiciaire, après enquête, etc., a montré qu'ils n'étaient pas responsables, mais le mal était fait. Donc c'est pour ça que tout ça s'anticipe et contribue à... C'est très touchy en fait. Hein. Oui, absolument. C'est vraiment au laser qu'il faut regarder ça. C'est pour ça qu'il faut organiser, voir je pense dans les entreprises, prendre ce temps-là d'analyse aussi des risques potentiels, faire une espèce d'audit du fonctionnement et puis agir après point par point, même petit à petit. Et si toutes les entreprises après se mettent bout à bout, ont des bons comportements, nécessairement ça aura un impact très, très positif sur l'ensemble de la société. Tout à fait. Vous êtes confiante dans l'avenir ? Oui. Parce que c'est une belle société que vous nous démontrez là. Oui, c'est vrai qu'on a... mais on n'est pas idéaliste du tout. Il faut savoir que dans les auditions, là je reviens au rapport, mais c'est important, on a entendu plus de 160 personnes. Donc vraiment, puis des acteurs de tous les secteurs, du domicile, privé, des personnes au contact direct des personnes âgées et autres. Et tous, on a trouvé cette même volonté
d'aller dans ce sens. Et certains nous ont même remercié d'avoir réussi en fait à exprimer ce qui n'avait pas été dit. Et je trouve ça magnifique parce que ça veut dire qu'ils portaient ces valeurs-là, mais qu'ils n'avaient pas encore réussi à l'exprimer. Et là, on retrouve cette volonté d'avoir du sens dans l'activité, de comprendre qu'une petite action du quotidien et donner un verre d'eau en faisant attention à une personne âgée, c'est respecter le grand principe de dignité, c'est faire attention à cette personne-là. Donc finalement, c'est extrêmement valorisant. Et ça donne aussi du sens à ces métiers-là et à toutes ces personnes-là. Donc on a senti vraiment cette volonté d'éradiquer les mauvaises pratiques et de construire une société qui soit bienveillante. Donc c'est vrai que je suis assez confiante. Ouais. Les grandes données de ce rapport, vous pouvez déjà tirer les grandes lignes de ce que vous avez pu voir? Oui, alors nous avons travaillé finalement sur 3 questions. En fait, l'idée de départ, ce qu'on a appris, c'est il nous reste un petit peu de temps. Oh oui. C'est le contexte, voilà, de rappeler que le monde vieillit, que la France aussi. Ça, et que là, voilà, et qu'en fait, on se retrouve de manière inédite et historique à ce qu'on appelle une croisée des chemins entre une transition démographique qui conduit pour la première fois, à la fois un allongement de la durée de vie et à la fois une augmentation du nombre de personnes, ce qui bouscule tous les équilibres sociaux, sociétaux, démographiques, etc., économiques. À cela s'ajoute une transition numérique qui est aussi historique, extrêmement rapide, qui vient partout, jusque là dans nos téléphones, dans notre quotidien de manière professionnelle ou personnelle. À cela, l'enjeu du climat quand même, où maintenant on n'a plus le choix. Il faut faire attention dans nos pratiques commerciales à respecter l'environnement. D'ailleurs, ce sont des dispositions qui sont dans la loi, ce qu'on appelle la loi Pacte, qui a été votée cette année, qui a induit dans le Code civil un nouvel article, et là aussi c'est historique. Pour la première fois, le Code civil vient donner un impératif de gestion aux entreprises en leur disant désormais, non seulement vous devez faire votre activité, mais vous devez intégrer ces paramètres sociaux et environnementaux. Donc vraiment les entreprises ont cette obligation-là. Et à cela s'ajoute encore aussi cette volonté d'avoir une meilleure qualité de vie, de manière un peu universelle, et ce qu'on dit tout au long de la vie finalement, qualité de vie au travail, mais au-delà, et du sens dans l'activité. Donc là maintenant nous avons 2 choix. Et c'est nous qui allons le construire, et c'est les personnes qui regardent ici, qui chacune a à s'interroger sur la volonté dont on a envie pour nous-mêmes, puisque nous sommes les prochains seniors, entre une société totalement dérégulée ou pas. Et dans les conclusions qu'on a tirées, on a fait 18 préconisations, 18 grands points autour des questions de pourquoi est-ce qu'on fait ça, quelle est la finalité, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Donc en partant du principe qu'il faut faire attention, c'est toujours la personne qui doit être la première concernée. S'il y a des effets bénéfiques pour les équipes, notamment en termes de qualité de vie, c'est formidable, mais il ne faut jamais oublier qu'au départ, c'est vraiment pour la personne. Et puis ensuite, qu'il y a de grands principes du droit qui sont toujours applicables, mais il faut les faire évoluer pour qu'ils correspondent mieux aux besoins, notamment en termes de consentement. Moi, ce qu'on propose, c'est un consentement réitéré, ou en tout cas avec une information annuelle pour vraiment faire s'assurer que la personne a bien compris. La responsabilité des acteurs, des grandes valeurs, et puis on s'est prononcé sur un souhait de légiférer sur ce qu'on appelle les zones grises, quand une personne commence à avoir des déficiences cognitives mais qu'elle n'est pas encore sous protection juridique. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il y a des méthodes qui existent. S'assurer aussi d'avoir des outils qui correspondent, qui a été validés scientifiquement et techniquement en impliquant toujours les personnes. Et on prend des positions aussi très fermes sur tout ce qui est caméra dans les chambres, géolocalisation ou robots dits sociaux. Voilà. Bon, en tout cas, une belle société que vous nous donnez. On a envie de vous suivre, en tout cas, c'est très sympa. Merci beaucoup, Solène Brugère. Merci beaucoup. Bravo et bon courage pour la suite. Merci. Merci à vous. Fin de cette émission en direct de notre Media Center. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-économie avec un y-expo.com. On se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité.